Bonjour Miguel Bonnefoy. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Avec Le Rêve du Jaguar, 5e roman de Miguel Bonnefoy, il a obtenu le prix Femina, le Grand Prix de l'Académie française. Dans une lutte qui est bruyante et que le monde entier est en train de voir, ma place n'est pas celle de dire lui a raison, elle a raison. Je pense qu'aujourd'hui, il faut d'abord penser à la démocratie. Et on avait l'impression que la France continuait à exister si loin, de l'autre côté de la cordillère, de l'autre côté de l'océan. On est ce qu'on lit, on est ce qu'on voit, on est les gens qu'on aime, on est les gens avec qui on parle. On est le temps qu'on utilise à faire telle et telle chose. Bonjour Miguel. Bonjour. Bonjour Thomas. Bonjour. Merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui pour notre deuxième épisode de Signum. Donc pour les gens qui ne te connaissent pas encore, qui n'ont pas encore cette chance, tu as été prix de l'Académie française l'année dernière pour ton dernier roman. Tu as une œuvre qui est d'à peu près 10 romans. Oui. Et donc on va parler avec toi aujourd'hui des différents signaux qui t'ont d'abord amené à la littérature, liés à ton enfance aussi. Tu as un parcours assez incroyable avec des parents qui n'étaient pas faits pour se rencontrer, mais qui se sont rencontrés dans la Ville Lumière ici à Paris. Et parler ensuite de l'évolution de ton œuvre, ton rapport à l'autre, le rapport aussi à l'inconnu, à la croisée des destins, comme on aura l'occasion de s'en reparler, et comprendre au final qui tu es au-delà de l'auteur. Donc, pour commencer simplement avec Thomas, on avait une question. Qu'est-ce qui t'a amené à la littérature ? Mon père écrit, donc sans doute par mimétisme, par imitation, j'ai voulu lui ressembler, et je me suis mis à écrire moi aussi. Et également parce que je voyageais beaucoup étant fils de diplomate, et Victor Hugo dit « lire, c'est voyager ». Eh bien, il se trouve que pour un garçon qui était du voyage, qui voyageait sans cesse, qui était toujours en mouvement, de capitale en capitale, de frontière en frontière, de pays en pays, eh bien, lire, c'était plutôt rester. Parce que les premières pages de 100 ans de solitude, le sonnet en X de Mallarmé, les jeans de Victor Hugo ne changent pas, qu'on soit à Rome, qu'on soit à Paris, qu'on soit à Caracas, qu'on soit à Buenos Aires. Et alors que déboussolé, désorienté, j'allais dans différentes langues, dans différentes cultures, dans différentes traditions, je savais que si je me sentais égaré ou perdu, je pouvais me réciter quelques vers. Et cela était taillé dans le marbre et il ne changerait pas, ni à 12 000 km de distance, ni dans 2 siècles. Et combien de fois je ne me suis pas répété la nuit dans différentes villes, murs, villes et ports, asile de mort, mer grise où brise la brise tout d'or, dans la plaine naît un bruit, c'est l'haleine de la nuit, elle brame comme une âme qu'une flamme toujours suit. La voix plus haute semble un grelot d'un nain qui saute et c'est le galop. Il fuit ses lances, puis en cadence, sur un pied dense, au bout d'un flot. La rumeur approche, l'écho la redit, c'est comme la cloche d'un couvent maudit, comme un bruit de foule qui tonne et qui roule, et tantôt s'écroule et tantôt grandit. Le poème est long. J'aurais l'élégance de ne pas vous avec ça. Mais sans doute, en fait, ça a été ça. Lire, ça a été rester, lire, ça a été le mât auquel j'ai pu m'accrocher. Tu vois, la colonne première, quoi, le pilier. Et sans les livres, je pense que je n'aurais pas eu ma bouée de sauvetage, mon filet de sécurité pour pouvoir être sans cesse déraciné d'un lieu et replanté ailleurs. D'accord. Pour nos auditeurs qui ne connaissent pas ta biographie, ton père était un activiste politique chilien, qui était un exilé politique du fait du régime de Pinochet. Oui. Et ta mère était une diplomate vénézuélienne, et donc ils se sont rencontrés lors d'un match de foot à Paris. Exactement. C'est histoire dingue. Oui, c'est vrai cette histoire. Eh bien, il se trouve qu'ils se sont rencontrés lors d'un match de foot à Paris, ou du moins c'est la fable et le mythe familial qu'on m'avait toujours raconté. Parfois les mythes sont mieux que la réalité. Exactement. Si non è vero, ben trovato, non, comme disent les Italiens. Si c'est pas vrai, c'est bien trouvé. Et il se trouve qu'au bois de Vincennes, il y avait des matchs de foot plus ou moins clandestins qui s'organisaient avec des ex-torturés des différentes dictatures latino-américaines, ou ceux qui avaient fui les brigades rouges en Italie, ou ceux qui avaient fui je sais pas moi, la bande Abadère en Allemagne, et tous se réunissaient à Paris, en France, qui était un moment plus ou moins instable, où la France était dans un stand d'accueil, disons. Et là, alors, des matchs de foot s'organisaient au bois de Vincennes. Mon père était capitaine de l'équipe du Chili, de ces quelques petits tournois qui se faisaient entre torturés. Et ma mère, elle, était dans les gradins. Donc, l'histoire que j'ai dans mon enfance est celle de
ma mère qui regarde ce chien fou courir derrière une balle comme une panthère effrénée, avec des yeux verts, très bel homme, comme ça, 27 ans, sublime. Et lui qui tombe amoureux de cette fille dans les gradins, qui a des cheveux noirs, qui est tropicale, qui vient d'un monde de mangue et de bataille, qui a quelque chose d'explosif et volcanique, tu sais, comme l'ont les femmes des Caraïbes. Et donc ils tombent amoureux, font un enfant. Il se trouve que peut-être il y a, je dirais, 15 ans, et j'ai reçu un mail d'une femme appelée Agnès Peña, qui était la copine du gardien de foot de l'équipe du Chili, qui s'appelait Paco Peña, qui, elle, à ce moment-là, avait acheté une caméra, une sorte de Super 8, et avait filmé quelques matchs de foot de son copain, en fait, de l'époque, quoi, son petit copain, pour le voir jouer, etc. Et pour elle est devenue documentaliste, d'ailleurs. Et elle a retrouvé des vieilles cassettes, visiblement, dans un grenier, les regarde, tombe en effet sur mon père et ma mère très jeunes, et m'envoie la vidéo qui fait 1 minute 30, que juste des coupes comme ça, avec ma mère super jeune, mon père hyper jeune, et en fait c'est le jour où ils se sont rencontrés. Donc, moi j'ai chez moi la vidéo du jour où mes parents se sont rencontrés, ce qui est quand même hyper rare, quoi. C'est très rare, ouais. Et c'est sans doute à partir de là que j'ai décidé d'écrire 2 romans, d'un côté Héritage, de l'autre côté Le rêve du jaguar, d'un côté l'histoire côté paternel sur 4 générations, jusqu'à moi, disons, jusqu'au match de foot, et côté mère, les 3 générations à Maracaibo jusqu'à moi. Donc en fait de faire 2 arches, 2 fleuves qui arrivent à la même embouchure. Et donc l'embouchure, c'est toi. C'est ça. Ce qui nous intéresse beaucoup avec Thomas avant de faire cette interview, c'était de comprendre en fait ce qui a fait que le petit Miguel s'est construit et s'est dit la manière dont je veux vivre la vie et m'exprimer à travers le monde, c'est en racontant ces histoires. Parce que l'héritage est très présent dans ton œuvre et ton rapport au destin justement est central. Oui, je pense qu'il y a sans doute une fascination pour cette idée des mythes d'hier, non seulement. Et moi, j'ai été biberonné à la mythologie gréco-latine et à la mythologie indigène, et aussi à l'Ancien Testament, disons, c'est-à-dire que sans le côté religieux, mais essentiellement comme livre historique, comme récit fondateur. Et donc, il y a cette mythologie déjà collective, disons, de base, que tout le monde partage. Ensuite, il y a la mythologie familiale, chacun a la sienne. Et Thomas, tu me parlais tout à l'heure, en effet, du Danemark, enfin, voilà, de toute cette part. Et pourquoi est-ce que le danois n'a pas fait partie de mon enfance, alors que ma mère est danoise? Eh bien, c'est des interrogations qui, toi, peut-être étant demain écrivain ou quelque chose, ben, tu pourrais aller fouiller davantage dans cette histoire et essayer de comprendre cette fable familiale. Toi, tu as sans doute les tiennes, Oscar, aussi, comme tout le monde, enfin, tu vois. Et donc, moi, j'avais les miennes. Et je m'étais dit, c'est hyper beau de voir comment les récits collectifs qu'on te raconte influencent beaucoup plus ta mémoire et la personne que tu es que les choses que tu vis réellement. Et c'est comme si certains mensonges familiaux ou des vérités un petit peu étaient travaillées, modifiées, façonnées, finissent en fait par tailler l'argile de ton caractère. Et tu répètes ensuite des choses, des schémas familiaux qu'on t'a racontés alors qu'ils n'ont peut-être jamais existé. Et je trouve ça fascinant, non seulement en regardant hier, mais surtout en regardant demain. Moi, j'ai des filles, et je veille aussi à quelle est l'histoire familiale et la fable que je raconte, car je sais que ça va constituer le terreau où elles vont planter leurs graines. Dans les familles de suicidés, il y a plein de suicides. Bizarrement, c'est comme si le suicide était atavique, vous voyez. Dans les familles, parfois... héréditaire, presque. Voilà, presque héréditaire, tu vois. Dans les familles où il y a le vieux mythe d'un grand-père qui a eu le courage de cacher des juifs, par exemple, pendant l'occupation, eh bien, il y a aussi cette espèce de vieux mythe du courage. Et donc, on a ce truc, nous, dans notre famille, on est du bon côté. Tu vois. Moi, j'ai un mythe qui est celui de mon père dans la torture chilienne, alors qu'il est à Villa Grimaldi, en train de se faire torturer pendant 3 semaines, puis ensuite il part en prison. Mon père, selon encore une fois la fable familiale, c'est vrai, c'est faux, allez savoir, qu'importe, puisque une fois que ça a été dit, ça devient vrai, non? Et comme disait Boris Vian, est-ce que Dieu existe? Dieu n'existe pas? Dieu existe, puisque nous en parlons. Tu vois. Donc, bien sûr que cette vérité-là, elle existe puisqu'on en parle. Et mon père, dans le centre de torture, n'aurait pas parlé. Face à la torture, n'aurait pas donné de nom, n'aurait pas donné d'adresse, n'aurait pas dénoncé quelqu'un. Et c'est une espèce de truc un peu héroïque de l'homme qui se fait torturer, qui a les pires sévices possibles, qui a les pires humiliations possibles, et qui quand même ne lâche pas le nom de l'ami, de truc. Eh bien, ça a fait partie aussi de mon enfance, une espèce de truc d'une seule pièce, tu vois.
Tu vois, la trempe et l'acier, tu vois, des hommes qui meurent en silence, tu vois, debout et pas à genoux. Donc c'est des trucs comme ça, encore une fois, c'est vrai, c'est faux. Du côté de ma mère, il y a ce mythe familial, et j'en parle beaucoup dans Le Rêve du Jaguar, c'est vraiment là-dessus, sur Antonio Borja Romero, mon grand-père, enfant déposé sur les marches de l'église, qui devient cardiologue et qui devient le fondateur de la première université de Maracaibo, qui est vraiment le jaguar du siècle, et qui devient une personnalité essentielle du XXe siècle vénézuélien, à un niveau politique et à un niveau médicinal, si bien qu'aujourd'hui, il y a un buste de lui immense à l'entrée de la plus grande université du pays, et que tout un quartier porte son nom et la rue porte son nom. Et ça fait partie des mythes familiaux. Et je me rends compte que c'est beaucoup plus complexe que ça, que c'est un homme beaucoup plus complexe que ça, avec ses quartiers d'ombre, avec ses parts dures. Mais qu'importe, en fait, puisque on n'a que mis en lumière ces espèces de lions, cette espèce de fauve comme ça qui attaque le siècle et qui est comme un chêne qui pousse au milieu d'une forêt et qui fait que tous les arbres à côté ne peuvent pas pousser parce que lui aspire tout à lui, tous les sucs, tous les minéraux et toutes les vitamines du sol, quoi. Et il avait ce truc hugolien, ce truc qu'avait Danton, qu'avait Robespierre, qu'avait Churchill, c'est les fauves du siècle, enfin, tu vois. Une vraie présence. La vraie présence. Ouais. Et donc, chacun a son mythe, en fait, tu vois. Et moi, j'ai été construit avec ça. Et ensuite, il y a les autres mythes qui sont les mythes de mes livres. Les livres que j'ai lus. Donc là, par exemple, on était en train de parler des Djinns de Hugo. Et je pense à tant d'autres écrivains dont on pourra parler tout à l'heure, qui ont été cette autre fable, qui encore une fois, eux aussi, en écrivant des livres, ont menti, puisque nous sommes dans le mentir vrai. C'est-à-dire que les écrivains nous payent pour mentir. Notre travail est de mentir pour mieux dire la vérité. Eh bien, tous ces livres ont été également de l'engrais pour que puisse pousser mon envie de faire de la littérature. Donc je pense qu'en effet, ça a été la tresse de ces trois choses, la mythologie collective, la mythologie familiale et la mythologie personnelle, dans un système presque d'entonnoir qui te donne finalement le vent pour pouvoir gonfler la voile de ton navire. Et donc, pour toi, ce signal était inné. Tu te l'as inventé à travers ces différents mythes et à partir de là, le jeune Miguel adolescent s'est dit « je veux être conteur ». Parce que tu n'es pas écrivain, tu es conteur, tu racontes des histoires. Absolument. Absolument, oui, j'aime beaucoup cette idée de je me suis inventé cette histoire, tu vois, et tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, le mot invention vient du latin invenio, qui veut dire ce qui vient à toi. Et donc, en quelque sorte, ce que je trouve très beau avec l'idée de l'invention, c'est que ce n'est pas brusquement une découverte. Ce n'est pas que tu sors du néant quelque chose. Il y avait le vide avant, et après, il y a quelque chose. L'idée, c'est que ça vient à toi, ça a préexisté avant toi, c'était déjà là, et tout à coup, c'est venu vers toi, et tu as décidé de le saisir. Tu vois ? C'est ça. Comme l'amour, en fait. C'est-à-dire que au cours de la journée, tu as 1000 histoires d'amour qui te passent sous le nez. Parce que tu croises 1000 personnes, tu es assis à une table, à un truc, il y a une fille qui est là, tu es dans la rue, tu as une fille ou un garçon en fait, qui te plaise, et tu vas dans une soirée, il y a 1000 possibilités. En fait, tu as toujours 1000 possibilités d'avoir une histoire d'amour. Si à ce moment-là, ton cœur est déjà amoureux, donc il est déjà cloisonné, fermé, tu ne verras pas en fait ces 1000 histoires d'amour. Si à ce moment-là, au contraire, tu as ouvert les antennes, tu as ouvert les vannes, tu as les écluses hautes pour pouvoir recevoir cet amour, bah, tu ne verras des histoires d'amour partout dans ta journée. Tu diras, mais en fait, il y a 1000 possibilités. Tu vois, enfin, les canaux sont larges, la ramification est énorme. Eh bien, même spectacle, je trouve, pour les livres. C'est-à-dire que tu t'inventes aussi, comme tu dis, c'est-à-dire que tu attends qu'arrive à toi une inspiration parce que tu as décidé d'ouvrir les vannes pour ça. En ce moment, par exemple, je suis en train d'écrire un livre qui est autour un peu du monde de l'utopie. D'accord. Donc tout ce qui a à voir avec l'utopie, et il y a une sorte de petite alerte Google dans ma tête qui fait que dès que j'entends le mot utopie, dès que j'entends le mot familistère, les Saint-Simoniens, les Fournier, les cités ouvrières, et les compositions architecturales de Hippodamos, comme ça, ou la République de Platon, ou les fictions des nations, enfin, tout l'héritage du monde de l'utopie, eh bien, immédiatement, ça va allumer quelque chose en moi, et je vais être beaucoup plus attentif à ça que si, par exemple, quelqu'un était en train de me parler d'une façon passionnante de vin. Mais comme je n'écris pas sur le vin, alors je ferme ça. Je me disais, ouais. ça va me prendre du temps et de l'espace, et ce n'est pas le moment. L'histoire d'amour, je ne la cherche pas non plus.
puisque j'ai une situation familiale qui est stable et elle me convient, et donc je ne cherche pas l'histoire d'amour. Alors que sublime fille qui te propose de l'amour, tu dis, je suis désolé, tu vois, mais je ne la verrai pas, en fait. Voilà, c'est plein. Et donc, tu vois, en quelque sorte, je trouve ça assez beau, cette idée de l'invention, c'est-à-dire qu'est-ce qui vient à toi et qu'est-ce que tu décides de saisir. Mais au cours de la journée, en fait, tu as un torrent de choses qui passent. Et on est ce qu'on choisit. C'est extrêmement puissant et ça nous parle aussi, notamment en lien avec la destinée. Et au final, les choses qui nous paraissent évidentes, c'est des signaux qu'on a décidé de capter, notamment notre rencontre avec Thomas, si tu veux en parler. Non, mais c'était exactement dans un contexte inné. Moi, j'étais à Copenhague, si tu veux, à cette époque-là, et puis toi, t'es effectivement arrivé dans la même université. On s'est rencontrés comme ça parce que moi, je l'accueillais pour lui montrer un peu la vie danoise. Et c'est vrai qu'au final, si ça n'avait pas été le cas, on ne serait pas aujourd'hui en train de se faire ce podcast et de pouvoir parler. Moi, je serais curieux de savoir quelque chose. Tu as dit qu'effectivement, tu étais fils de diplomate. Tu avais tu avais vécu dans beaucoup de pays. Tu avais changé de pays. J'en ai eu l'expérience aussi de vivre dans plusieurs pays. Comme nous trois, bien sûr. Avec toi aussi. Est-ce que ça n'a pas été dur ou c'est pas toujours dur pour toi de te sentir à la maison, dans un foyer, de trouver ce foyer? Est-ce que tu as eu un parcours peut-être difficile, justement, de savoir se localiser dans un pays, dans une même ville, et que ce soit facile pour toi? Bien sûr, et je la cherche encore, en quelque sorte. C'est-à-dire que là, pour l'instant, j'habite à Toulon depuis 3 ans, avec ma famille, et ma maison est ma famille. My home is my family. Demain, je pars vivre à Copenhague, puisque ma femme est danoise. Eh bien, alors, Copenhague deviendra la maison, mais parce que ma femme et mes filles y seront. Et demain, on décide de revenir à Paris, et ce sera Paris, et ce sera toujours pareil. C'est-à-dire que j'observe qu'il n'y a pas véritablement un lieu géographique où je me sens tout à fait à la maison, et d'un autre côté, il y a 1000 endroits où je me sens à la maison. C'est-à-dire, à Paris, je me sens très à l'aise, parce que j'ai vécu très longtemps dans cette ville, que je la connais par cœur, et que j'ai 1000 souvenirs dans chaque coin de rue, et donc je saurais parfaitement comment bouger à Paris. Une ville qui m'est très proche aussi est Rome. J'ai vécu très longtemps à Rome, et je me sens très à l'aise à Rome. C'est une ville que je connais très bien, j'ai beaucoup d'amis là-bas. J'aime beaucoup Caracas, j'aime beaucoup Buenos Aires, Santiago, et la ville de mon père. Donc naturellement, tu vois que c'est une ville dans laquelle je me sens hyper à l'aise. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'endroits dans le monde où je me sens à la maison. Et de plus en plus, maintenant Copenhague aussi, puisque ayant des filles danoises, de plus en plus le Danemark. Donc en quelque sorte, bien sûr que quand tu es plus jeune, tu sens une sorte de cruauté à être ballotté d'un endroit à un autre et d'être tout le temps bougé. Je sais que vous savez de quoi je parle, puisque nous avons une destinée similaire. Et j'observe que ça a donné cette espèce de richesse fabuleuse de se rendre compte que you can begin anywhere, tu peux recommencer n'importe où, que tu peux replanter tes racines plus ou moins n'importe où, tant que ta maison n'est pas dans la géographie, en fait. Tu vois, tant que ta maison est extérieure, décentrée à la géographie. Donc la famille, donc par exemple les amis, enfin, donc par exemple l'art. Ouais. Quand tu portes, tu vois, enfin, ta maison dans la valise, quoi, enfin, que ce soit en effet sur les livres, que ce soit la musique, en fait, que ce soit... Mais cette idée, tu vois, de que le projet peut devenir une maison, projet familial, projet artistique, projet de vie, bah ça me semble une immense richesse, en fait. Et ça me semble une force qui permet d'avoir noyer ton encre là où tu peux. Et il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce que tu as dit. Avec Thomas, on est plus des gens rationnels, comme je te l'ai dit. On vient plus du côté business, qui est parfois trop rigide, qui ne prend pas assez en compte la valeur de l'homme. Et dans tout ce que tu nous racontes, dans ton approche de la vie et également de ton œuvre, finalement, l'inconscient prend le pas sur le conscient, puisque c'est l'inconscient qui guide tes décisions, n'est-ce pas ? Et alors oui, bien sûr, comme tout le monde, encore une fois, mon cas n'a rien d'extraordinaire et d'exceptionnel. Comme tout le monde, il y a des instincts. Il y a des intuitions que tu peux avoir, et vous les avez aussi, et tu te dis, c'est sans doute l'inconscient qui est en train de me parler, non ? Qui parle une autre langue que la conscience. Comme on dit aussi que le cœur parle une langue, et qui n'est pas innée, c'est-à-dire que tu prends du temps, je trouve, dans la vie, pour comprendre la langue de ton cœur.
Et le cœur te dit quelque chose, et finalement, tu te dis, ta conscience, ta rationalité, ton côté cartésien te dit autre chose, et tu dis, je dois faire ça. Mais le cœur, bien sûr, te dit un autre truc. Et bizarrement, on t'apprend mieux à parler la langue de la raison que de la langue du cœur. Toute l'école, toute l'éducation, souvent dans la famille, et moi je me rends compte que moi je le fais aussi avec mes filles, veille à ça, contrôle tes émotions, regarde, sois raisonnable, et un discours raisonnable avec moi, etc. Mais quand la petite fait une crise ou fait un caprice, en fait c'est la langue du cœur qui est en train de parler, mais on l'étouffe, et c'est normal, parce qu'on vit en société, parce qu'il y a des codes sociaux, il y a des règles, il y a des normes, en fait, et que si tout le monde écoute son cœur, bah, ça devient l'anarchie, en fait, c'est une cacophonie. Ouais, donc fatalement, en fait, il a fallu d'abord apprendre la langue sociale, qui est la langue de la conscience, qui est la langue du collectif, la langue en fait de la structure et de l'architecture de la cité, qui fait que tout le monde peut se comprendre, et alors on vit en harmonie, dans une sorte d'alchimie parfaite. Et parallèlement à ça, chacun en effet a un langage à part, un dialecte mystérieux, phénicien, sumérien, impossible à déchiffrer, que tu mets beaucoup de temps à travailler, peut-être qu'avec des psys, les gens qui vont voir des psys, moi j'en ai encore jamais vu dans ma vie, mais les gens qui vont voir des psys, c'est souvent ça. C'est-à-dire que je commence à sentir une nouvelle voix en moi, une nouvelle langue, et je commence à accepter qui je suis vraiment, à me comprendre. Ouais. Et se comprendre, c'est peut-être ça, celui d'accéder à cette langue de l'inconscient, cet autre langage, tu vois, qui est celui de l'instinct, de l'intuition, de pourquoi j'ai envie de ça, mais je ne sentais pas capable de le faire, ou au contraire je n'ai pas le droit de le faire, non, ou j'en ai pas l'autorisation, ou j'en ai pas la permission intérieure de le faire. Ça se heurte avec ton propre récit finalement, le fait de te mettre là, dans ton cas, le poids de l'héritage est énorme, parce que finalement tu as construit ta vie autour de cet héritage, ton travail, la personne que tu es, mais est-ce que tu es arrivé à un certain point où tu t'es dit que l'héritage dépasse la personne que t'es, toi, Miguel Bonnefoy? Eh bien, l'héritage, alors encore une fois, je parle à un niveau personnel, mais c'est toujours plus beau de parler en règle générale, mais comme vous me posez la question par rapport à moi, voilà, ça, oui, voilà, peut-être en effet, l'individu finit par être aussi universel, non? C'est-à-dire que le point de vue d'une personne sur sa singularité et son authenticité finit paradoxalement par être universel. Comme Faulkner écrit sur le Mississippi, eh bien, il est quand même universel. Lorsque Jean Giono écrit sur Manosque, il est universel. Non, lorsque Garcia Marques a écrit sur la Colombie, il est universel. Alors qu'ils décrivent que sur des trucs très précis. Donc j'imagine en effet qu'un témoignage personnel finit par être universel. Ça me fait penser à cette belle phrase de Solzhenitsyn qui dit « Il suffit d'une seule goutte de mer pour avoir le goût de l'océan ». Non, c'est beau, non? C'est magnifique. Le tout dans la partie. Ouais. Non, tu sauves un enfant, tu sauves l'espèce, en quelque sorte. Non, tu sauves un être, tu sauves l'humanité. Tu vois, cette idée tu sauves une flamme, tu sauves le feu. Non, c'est toujours la même idée. Et pour revenir très rapidement à ce que tu disais par rapport à l'héritage, moi j'ai la chance, entre guillemets, parce que j'observe autour de moi que chacun lutte et bataille avec ses propres démons et avec ses propres fantômes. Et moi j'ai la chance d'avoir eu un héritage, encore une fois, qui est très positif, qui est hyper héroïque, en fait, tu vois, qui a un côté héroïque, un côté homérique. Tu vois, des deux côtés, on est tout le temps dans tantôt les migrations, tantôt les exils, tantôt les malheurs politiques. Un héritage battant, finalement. Battant, de combattants, de personnes qui sont engagées, qui brandissent le sabre. Tu vois, il y a un côté, la liberté guidant le peuple. Tu sais, dans l'histoire de ma mère, dans l'histoire de mon père, et cette sorte de mouvement pyramidal vers le haut, tu vois. Et on m'a beaucoup élevé comme ça aussi, sur ce côté de tu regardes vers le haut, tu vois. El mundo es nuestro, me disait ma mère, tu vois. Et moi, je devais répondre tiembla tierra, le monde est à nous. Je devais lui répondre tremble terre, tu vois. Donc un truc un peu comme ça, très fier, très fier, très battant, très solaire aussi, tu vois, très lumineux, tu vois, c'est conquérir le monde, tu vois. Et c'est merveilleux. Et d'un autre côté, c'est aussi, encore une fois, mais je ne dis pas du tout que moi j'ai une situation plus meilleure qu'un autre, mais ça peut être lourd aussi à porter, d'avoir l'obligation d'être le premier, non, l'obligation d'être successful, tu vois, l'obligation de porter le fameux drapeau familial. Ouais. Porter le drapeau familial, porter le nom de famille, tu vois, qui était glorieux ici, ton père n'a pas parlé pendant la torture, ton père a écrit des livres, tu vois, et ton grand-père et tes trucs, et ton autre grand-père, du coup, a un buste ici, en mode... Et je sais que voilà, et qui suis-je? Et là, la question est là, et qui est le composui latin.
Komposui veut dire connais-toi toi-même. Et Komposui, c'était écrit en grand sur le marbre du frontispice de l'oracle de Delphes. Et quand tous les guerriers, toutes les personnes de la Grèce antique allaient vers l'oracle de Delphes pour que l'oracle puisse lui dire quel est son futur et quel est son avenir, eh bien, la première phrase où ils étaient obligés de passer en dessous, taillée dans le marbre, c'était Komposui. Connais-toi d'abord toi-même. D'abord toi-même. Sinon, tu ne pourras... Qu'importe, en fait, si je te dis quel est ton avenir. C'est hyper intéressant. Je fais un autre parallèle business, mais pas tellement. En fait, la dernière personne avec qui on a parlé, qui lui avait été un PDG, il nous disait c'était assez dur d'apprendre à l'idée. Et il nous a dit, en fait, à partir du moment où je me suis compris et que j'ai commencé à me connaître, j'ai juste eu à être moi-même. Oui. Et les personnes autour de moi se sont recentrées et m'ont suivi dans mes prises de décision. Et donc, j'y vois là un parallèle hyper intéressant, que ce soit dans une vie professionnelle ou une vie personnelle, de se connaître et de naviguer la vie de cette manière-là. C'est beaucoup plus facile, et d'accompagner d'autres personnes avec toi aussi. Exactement, comme tu dis, c'est plus facile et d'un côté et d'un autre côté, c'est sans doute un des défis les plus compliqués de la vie, de finir par se connaître soi-même, bien que tu es la personne avec laquelle tu passes le plus de temps. Bien sûr. Et pourtant, tu ne te connais même pas, en fait, tu vois. Et tu prends beaucoup de temps à te connaître. Et moi, je me connais pas encore, tout à fait. Et je découvre, en fait, régulièrement des choses. Puis, en plus, tu vieillis. Et donc, tu changes. Donc, en fait, la personne que tu étais à 20 ans n'est pas du tout la même que celle que tu étais à 30 ans, qui n'est pas la même que celle que tu as à 40, daron, qui ne sera pas la même à 50, quand tu auras les enfants qui sont grands et madame qui te regarde même plus. Eh bien, en effet, tu commences à être une autre personne et tu dis, du coup, il faut que je connaisse une nouvelle personne qui est moi-même. Et donc, tu dors avec toi, tu manges avec toi, tu passes la majorité de ton temps dans la solitude avec toi, tu baises avec toi, tu fais plein de choses avec toi-même, et pourtant, tu n'as aucune idée de qui est cette personne. Et donc, tu connais peu tes amis, parce que souvent, on dit, les amis, on pense les connaître, et finalement, on se rend compte qu'ils sont soit beaucoup plus étonnants, et qui te surprennent d'une façon merveilleuse, et tu te dis, putain, moi qui pensais que t'étais là, mais en fait t'es là, tellement tu montres des loyautés fascinantes, non, où tu montres un côté génial que j'avais pas, et comme dit Daniel Boulanger, présentez-moi un con, je trouverai l'heure où il ne l'est pas. Non, il y a tout le temps dans la journée une heure où quelqu'un est un génie, tu sais. Parfois tu ne l'avais pas vu. Tu connais pas parfois même ta famille, tu vois, tu découvres des choses de ta propre famille. Tu connais pas tes enfants, parce que tu vois comment ils grandissent, mais ils te surprennent tous les jours de nouveaux trucs. Tu dis, mais en fait, ok, donc en fait, je suis en train de découvrir que tu es comme ça. Tu es un être plus introverti, ou au contraire plus extraverti. Tu ne connais pas ta femme, tu vois, enfin, tu connais un fragment de ta femme, ce qu'elle aime te montrer, enfin, tu vois. Bien sûr. Mais elle a toute une part d'elle-même qui est à elle, qui lui appartient, et qui n'a rien à voir avec toi, et heureusement, en fait. Donc en fait, finalement, tu connais peu de choses de ce qui t'entoure, et quand tu regardes vraiment à l'intérieur de toi-même, tu te rends compte que tu ne te connais pas tout à fait non plus, enfin. Alors que tu passes quand même beaucoup de temps et que tu as accès à toutes les pensées, et qu'il y a quand même encore, comme un artichaut, 1000 autres couches en fait, de toi-même, que souvent, encore une fois, je reviens au truc des psys, mais parce que juste c'est un pote qui m'en a parlé il n'y a pas longtemps, que par exemple les psys, leur travail justement est de dire non, mais là, il y a ça, il y a ça, il y a ça, tu te dis comme c'est intéressant. Ou les amis fidèles, tu vois, qui peuvent te... c'est cette phrase de André Breton très belle, qui disait « L'amitié, c'est prendre un café avec quelqu'un qui vous donne de vos nouvelles. » Tu vois, je trouve ça génial, non ? C'est puissant. Hein. Non, parce que prendre un café avec quelqu'un qui vous donne de vos nouvelles. Si tu prends un café avec un pote et ton pote te dit « Bien, alors en ce moment, tu en es là. Tac, 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 tac. » Tu fais exactement. Ouais, c'est vrai, merci mon ami. C'est vrai. Tu vois ? Et je trouve ça hyper fort, quoi. Enfin... Donc en fait, tu as besoin du monde en fait, pour te donner de tes nouvelles. Et je pense que les livres te donnent de tes nouvelles aussi. C'est-à-dire que moi, en écrivant le livre, j'ai observé que j'avais maquillé certaines choses que je n'avais pas voulu voir et que mon inconscient avait éliminé, des personnages de ma famille que je n'ai pas voulu mettre dans les livres, et d'une façon inconsciente, parce que peut-être tu ne voulais pas les voir. Et au contraire, j'ai fait naître des choses de la fiction qui n'existaient pas et qui ont fait partie du livre. Et je vous donne un exemple précis. Dans Le Rêve du Jaguar, par exemple, l'histoire d'amour entre Antonio et Anna Maria, elle dure un siècle, et il n'y a que la mort qui peut les séparer. Donc, dans le livre, quand je finis le livre, ils sont toujours ensemble jusqu'à la fin, jusqu'à la mort des deux. Dans la réalité, eh bien, mon grand-père et ma grand-mère se sont séparés quand ils avaient 50 ans. Chacun a fait sa vie de son côté. Et lorsque ma mère a lu mon livre,
en connaissant bien sûr cette histoire familiale, puisque ce sont ses parents à elle. Elle lisait le livre, elle l'a fini émue aux larmes en disant « Tu as écrit le livre que moi j'aurais aimé vivre en tant que petite fille, tu vois. C'est-à-dire, tu as écrit l'histoire d'amour que j'aurais voulu voir chez moi et que je n'ai pas vue, tu vois. » Et elle dit en quelque sorte, là, tu es en train de refaire l'histoire, tu vois. Donc tu réécris l'histoire et tu es en train de... Et je me suis rendu compte que je me donnais des nouvelles à moi-même sur un rapport avec l'amour ou un rapport avec le divorce ou un rapport avec truc que je n'avais pas voulu mettre dans le livre. Tu vois, donc finalement, en fait, tu es sans cesse en train de te découvrir, quoi. Face à tes propres peurs, etc. Naturellement, face à tes peurs. Mais encore faut-il les identifier, en fait. C'est ça le truc. C'est peut-être la première étape. Bah ouais, en fait, c'est les identifier. C'est pas si simple, en fait. Non. Et donc, tu as des peurs classiques. Tu as les peurs... T'as peur des araignées. T'as peur de, quand tu nages, de pas voir le fond. T'as peur d'être abandonné. T'as peur qu'on te brise le cœur quand t'as une histoire d'amour et que finalement la fille elle te dit écoute ça va pas marcher parce que moi j'ai envie d'autre chose et elle part et alors tu dors la nuit et tu te dis ça se trouve en ce moment et elle est avec un autre et en effet t'as le cœur qui est brisé. T'as peur de tout ça. Tout le monde a peur d'avoir mal au cœur, tout le monde a peur d'être abandonné, tout le monde a peur de pas être aimé, tout le monde a peur de tomber malade, bref, tout le monde a peur tu vas avoir un accident, tout le monde a peur que l'avion tombe quand t'es dans un avion. Ça c'est la première couche quoi. Mais en fait je commence à voir en fait qu'il y a 1000 autres peurs qui sont bien plus sournoises, bien plus silencieuses, bien plus muettes, bien plus complexes, et que ce que tu croyais être parfois une vérité, une force, une lumière, une vitesse, une outrance, bah finalement c'est une des plus grandes de tes peurs, tu vois. Méfiez-vous de vos souhaits, disait Jorge Luis Borges, car ils ont le malheur de se réaliser. Oui, et on court après plus rien après. Exactement. Et après, il y a la peur du vide aussi. Enfin, tu as 1000 peurs possibles. Donc, il y a quelque chose qui est très fort quand on te voit. Tu as une vitalité qui est énorme. Tu as un rapport à la vie qui est très latin. Mais donc, plane au-dessus de ça, toujours l'idée de la finitude. Tu parlais tout à l'heure de portes. On a tous des milliers de portes à ouvrir dans notre tête. Oui. Est-ce que dans ton approche de la ramification familiale ou personnelle, tu fais plus partie de ceux qui essayent d'aller au plus loin d'une racine, comme tu t'as pu le faire à travers tes livres, ou alors, maintenant que tu te connais mieux et que tu explores d'autres choses, tu essayes d'ouvrir un maximum de portes? Ça, c'est une belle question. Et je pense que j'ai eu besoin d'écrire des livres familiaux pour essayer de comprendre bien quelles étaient les racines et de voir quelles étaient les limites, en fait, jusqu'où je pouvais arriver. Et aller savoir si j'ai réussi ou pas. Moi, je suis très mauvais juge de mes propres livres, mais En tout cas, la critique les a bien reçus. Voilà, c'est ça. Visiblement, il y a des gens qui aiment, il y a d'autres gens qui n'aiment pas. Enfin, mon ami, tu vois, comme on dit en espagnol, nadie es monedita de oro para gustarle a todo el mundo. Personne n'est une pièce d'or pour plaire à tout le monde, tu vois. Donc, en fait, allez savoir. Tu tentes un truc, tu as des gens qui ont aimé. Et j'en suis hyper heureux, et d'autres gens qui, j'imagine, ont moins aimé, mais en général, ils ne se manifestent pas à moi. C'est-à-dire que si t'as pas aimé, rarement, tu viens voir la personne en disant « j'aime pas ». Tu dis « ah bah, merci ». Ça t'arrive des fois d'aller sur Internet et de regarder les avis des gens sur ton livre? Alors vraiment pas, quoi. Vraiment si tu savais à quel point je suis extérieur à ça, tu vois, mais t'imagines même pas, quoi. Enfin, je me demandais, en tant qu'écrivain, ton rapport aux réseaux sociaux également. J'ai pas Instagram, c'est-à-dire que j'ai ouvert mon Instagram où j'avais mis des photos qui me plaisaient, etc. À chaque fois que je sortais des livres, j'avais l'Insta pour pouvoir faire la promotion et le dire au monde. Mais au bout de 3 mois de publication de livres, je sors d'Insta et j'y reviens plus pendant 2-3 ans. Et ensuite, je reviens lorsque je reviendrai sans doute en, je sais pas moi, 2027-2028, quand j'aurai publié le prochain livre pour dire voilà, j'ai une nouveauté, etc. Donc, voilà, pour le petit cercle de gens qui me suivent. Qu'est-ce qui te déplaît? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'effraie plutôt sur les des questions de conditions humaines, le fait d'avoir une page où on montre une idée, une image de ce qu'on est? Est-ce que toi, il y a quelque chose qui te dérange profondément dans ça? C'est intéressant comme question. Je dirais, mais en me trompant sans doute, qu'il y a quelque chose de paradoxal que j'ai cru voir dans les réseaux sociaux et qui m'a fait en sortir, qui est que à la fois c'est infini, à la fois c'est un puits sans fond, comme Internet. C'est-à-dire que tu peux sans cesse être en train de naviguer dans cet océan interminable d'informations, d'images, de choses. Et paradoxalement, je trouve qu'il n'y a rien de plus cloisonné, de plus fini, et de plus fermé et de plus répétitif en fait que les réseaux sociaux. Et en fait, bizarrement, alors que c'est l'endroit qui a le moins de fond possible, j'avais l'impression dans les réseaux d'être tout le temps en train de voir les mêmes gens, de voir les mêmes vidéos,
qu'on me ressasse par un système d'algorithmes exactement les mêmes choses, et d'être en fait enfermé dans un truc minuscule, alors qu'un livre qui lui a 250 pages, et c'est un objet qui est fini, qui n'est pas infini, me semblait 1000 fois plus ouvert. À la réflexion, tu vois aux ce que je veux dire ou pas ? interprétations. Ouais, c'est ça. C'est étrange, non ? Enfin, comme C'est très comme paradoxal. truc. C'est hyper paradoxal, en fait. À quel point quelque chose qui est infini peut être autant cloisonné. Et c'est ça ce qui, au bout d'un moment, j'ai eu l'impression que je perdais mon temps parce que j'étais en train de réchauffer sans cesse les mêmes infos. Et j'ai un ami qui a fait le tour du monde avec ses enfants. Donc, en fait, tu vas dans une agence de voyage et tu peux payer 15 billets d'avion tour du monde. D'accord. Et ensuite, c'est toi qui choisis tes billets d'avion. Et alors, il avait fait son budget, son truc. Mais en fait, il y a tous des packages tour du monde. Alors, il y a plusieurs tours du monde. Tu as le tour du monde des déserts, le tour du monde des plages, le tour du monde de l'hiver, le tour du monde de la neige, le tour du monde des grands tableaux. Enfin, tu peux faire 1000 tours du monde possibles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un tour du monde. Enfin... Et lui, en fait, il était parti avec ses enfants pour faire le tour du monde. Pour cette raison, il avait dit, parce que dans un monde d'algorithmes, il a dit très vite, l'ordinateur comprend ce que tu aimes et te remontre exactement les mêmes choses avec des variantes qui sont assez légères, qui te donnent l'impression d'être immenses, mais en fait qui sont assez légères, les variantes. Et tu finis en fait par manger plus ou moins la même chose tout le temps. Eh bien, j'ai décidé de faire ce tour du monde avec mes filles pour justement leur montrer que quand tu arrives dans un endroit, il n'y a que ça à manger. Et tu n'avais pas du tout prévu de manger ça dans ta vie, mais en fait en le mangeant, l'algorithme n'aurait jamais imaginé que tu allais adorer. Et le lendemain, l'algorithme t'aurait resservi exactement le même plat avec une minuscule petite variation, parce que justement tu as montré que tu avais aimé non, dans ta tête. Eh bien, tu es dans une autre ville qui donc va te proposer quelque chose d'autre à manger. Et ceci avec la musique, et ceci avec les tableaux, et ceci avec les gens, et ceci avec les langues, et ceci avec les trucs. Il avait dit en fait, le voyage finit par être le contre-algorithme, en fait, qui finit par te montrer en effet que toi aussi, tu as un cœur imprévisible et que c'est cette imprévisibilité qui fait de toi un camailleux de couleurs et qui fait de toi un être bigarré. On avait, c'est un très bon rebond, des questions sur l'intelligence artificielle. Toi qui es auteur, qui écris avec le cœur, est-ce que déjà c'est des outils qui te font peur ? Est-ce que c'est des choses que tu utilises au quotidien ? Ou bien tu vois ça comme quelque chose qui peut à terme te remplacer ? Et ce que je me dis est la chose suivante, mais encore une fois, je peux avoir tort et je ne dis pas du tout que j'ai une vérité absolue. Tout le monde a un point de vue différent. Ce qui nous intéresse, c'est ta vérité. Voilà, c'est ma vérité. Ouais, mais c'est ce que, comme disent il y a un proverbe africain qui me plaît bien, qui dit il y a toujours 3 vérités. Non, il y a ma vérité, il y a ta vérité, et puis il y a la vérité. Ça, c'est, non, donc finalement, la mienne est juste en fait une des possibilités, une ramification. Une des ramifications, enfin, tu vois, mais qui n'a aucune importance. Une chose est sûre, c'est que j'ai observé quelque chose, c'est que il y a peut-être 6000 ans, lorsque pour la première fois on a commencé à mettre des figures cunéiformes dans des tablettes d'argile en Mésopotamie, à la découverte de l'écriture, les sages, les chamans, les guérisseurs et, disons, étaient les porteurs de la mémoire des peuples, à ce moment-là, ont vu l'arrivée de l'écriture avec méfiance et avec dédain, en se disant que ça allait rendre la mémoire paresseuse, que ça allait rendre la mémoire fainéante. Comment voulez-vous ensuite vous souvenir des récits, vous souvenir des contes, vous souvenir des langues, vous souvenir des choses, si vous pouvez l'écrire ? Comment peut-on se souvenir alors du voyage de Gilgamesh, si vous pouvez l'écrire ? Tiens, vous allez figer quelque chose, alors qu'en fait, ce qui est beau, selon eux, chante, elle est mouvante, on va oublier quelque chose, on va le raconter à quelqu'un qui lui va l'écouter, et quand lui, à son tour, un demi-siècle plus tard, va le re-raconter, il va le raconter avec une petite différence, parce qu'il trouve que c'est encore meilleur de le raconter comme ça, et c'est encore plus astucieux et plus malin de faire cette chute qui est meilleure, et alors l'autre va encore l'améliorer, qui fait que aujourd'hui, ce qui nous reste de cette longue mémoire, la plus secrète mémoire des hommes, comme dirait Bougarsar, comme dirait Bolagne, c'est en effet les proverbes ou les expressions qui sont la forme la plus parfaite d'une idée, mais parce que ça a été poli par les siècles en fait. Bien sûr. On a trouvé la bonne rime, on a enlevé toute la graisse du truc, en fait, on a trouvé la formule parfaite mathématique pour pouvoir faire que tu as une expression qui tombe juste. Mais ça, c'est
des milliers de cerveaux en fait qui ont pensé à la même phrase. Et c'est pour ça qu'elle est belle. Donc, se disait ces sages, si vous écrivez ça, vous la figez, et donc on ne peut plus la toucher. On ne peut qu'ensuite l'interpréter par un système de traduction. Donc, ils voyaient l'écriture comme quelque chose de négatif. Lorsque l'imprimerie est arrivée avec Gutenberg, on a vu en effet cette arrivée comme quelque chose de terrible. Ah, mais alors vous imaginez le danger et le péril que signifie de une information qui peut aussi rapidement s'épandre comme un feu sauvage dans toute l'Europe, et en un mois, on se retrouve à avoir exactement la même information partout. Mais imaginez les horreurs qu'on peut colporter, les mensonges, les fake news qu'on peut colporter, et les guerres et les malentendus que ça peut donner. Donc on avait peur de ça. Et pourtant, c'est venu, c'est là, et ça nous semble une évidence. La même chose pour la machine à vapeur. La même chose pour, la révolution industrielle. Finalement, il n'y a rien de plus humain. Hein ? Il n'y a rien de plus humain. Il n'y a rien de plus humain en fait que des découvertes, que des nouveautés. Ça a toujours existé. Il y a eu une des plus grandes révolutions de l'histoire de l'humanité récemment, qui est la révolution informatique en fait, avec l'arrivée d'Internet. Bien sûr. C'est juste Internet dans les années 2000, mais c'est aussi important que l'arrivée de l'écriture, aussi important que l'imprimerie, aussi important que avec la conquête de l'Amérique, dans le sens où tu vois, d'une découverte d'un monde en fait, que finalement la Terre est ronde, et tant d'autres choses. Et là alors on a l'intelligence artificielle qui arrive, tu vois. En fait, elle est là. Elle va venir, quoi qu'il arrive, en fait. C'est en train d'arriver. Ça ne sert à rien d'être en train d'essayer de l'arrêter. C'est comme arrêter un torrent avec tes mains. Tu vois, t'es en mode, mais mon ami, qu'importe, en fait. C'est trop tard. Au contraire, navigue dessus. Moi, je ne l'utilise pas, mais parce que, tout simplement, je trouve que... elle n'est pas juste au niveau littéraire. Ma femme, l'autre jour, d'une façon un peu amusante, m'a dit « Quoi, t'as jamais utilisé l'intelligence artificielle ?» Elle m'a dit, c'est très simple. Elle a pris son ordinateur, elle a dit tape-moi une description d'une forêt magique à la façon de Miguel Bonnefoy. On a eu une page, j'ai lu la page, je me suis dit, ah ouais, c'est fort, quoi. Ah oui. Il y avait des trucs qui étaient vraiment pas mal, il y avait des formules qui étaient super, et je me suis dit, ça, j'aurais pu prendre ça. Ici, ça, non, mais il y a certains trucs, tu vois, que je comprends. C'est comme un petit idées. Moi, en fait, tu vois, comme un... Et je me suis dit, c'est marrant, mais it's not my tune, c'est pas ma note, c'est pas exactement... Ça vient pas de toi. Voilà, c'est pas le tempo. Mais l'idée, c'est peut-être que si tu l'entraînes assez... Exactement. Ça pourrait être toi. Mais ça va venir, ça va être moi un moment. Et entendu, et peut-être même mieux que moi, et trop bien, et bien ou pas bien, qu'importe, enfin, tu vois, moi je suis pas si important. Mais quel est mon travail ? Mon travail, en effet, c'est de surprendre. Bien sûr. Mon travail, en effet, c'est pas celui d'être contre elle, c'est de dire, mais mon ami, livrons ce combat. Alors, tu vois, enfin, et on va voir qui gagne, en gros. On retrouve la fierté familiale. Alors voilà, il y a ça aussi, mais surtout aussi en mode, d'accord, t'as pu avoir un moulin, mais tu n'as pas le vent. Parce que toi, maintenant, tu peux répéter avec les quelques livres que j'ai écrits, tu peux répéter la formule, mais toi, tu ne peux pas savoir qu'est-ce que moi j'ai en tête en ce moment. Qu'est-ce que je suis en train de lire ? Qu'est-ce que je suis en train de vivre ? Et quelles sont les compositions mystérieuses, étranges, qui sont en train de se former dans ma tête et qui vont donner une sorte de cocktail qu'elle ne peut pas savoir, puisqu'elle ne fait que répéter. Et c'est qu'appliquer des instructions. Et elle applique des instructions. Lorsque la photographie est arrivée, fin 19e, et on le lit dans Baudelaire, par exemple, avant sa rencontre avec Nadar, eh bien, tous les peintres craignaient la photographie en disant oui, mais comment on peut lutter contre ça ? C'est-à-dire qu'en exactement 1 minute, elle peut prendre une photo d'une exactitude parfaite d'un paysage, d'une nature morte ou d'un visage, alors que moi, je mettrais 3 mois et jamais je n'arriverai à cet hyper-réalisme. Enfin, c'est-à-dire que c'est impossible de lutter contre. Eh bien, ça a donné l'impressionnisme, ça a donné le fauvisme, ça a donné le cubisme, ça a donné toute la peinture du XXe siècle, parce que les peintres ont dit il faut qu'on se refasse. Et la photographie peut prendre la réalité du monde, mais ne peut pas l'exprimer. Alors nous, on va donner l'impression de la cathédrale de Reims, l'impression des nymphéas ou du pont de Giverny. Mon travail, c'est de dire l'intelligence artificielle arrive, va refaire du Miguel Bonnefoy, peut-être même mieux que ce que moi je pourrais faire. Mon travail alors, c'est aller juste de trouver cette autre forme, l'impression de Miguel Bonnefoy, tu vois, le fauvisme, le cubisme, c'est-à-dire donner une autre littérature. Voilà le travail qu'on doit faire. Et ça me permet de lancer quelque chose par rapport à ton œuvre, et même par rapport à ton rapport à la vie. Tu as un rapport à
à l'autre, ou alors au challenge qui est assez agressif, dans le sens où quand tu écris un livre, tu vas te faire mal, tu vas chercher des éléments qui sont pas toi, tu essayes du coup de trouver cette fameuse somme des hasards exactement, que tu appelles destin, qui fait qu'on s'est rencontrés à Singapour, après sur un bateau à Annecy et maintenant ici, ce qui est incroyable. T'as dit quelque chose où en fait tu expliquais que la vie, soit on l'a choisie, soit on l'a subie. Donc quel est ton rapport à cette violence? Est-ce que tu penses que la violence est créatrice? Il y a peu de violence dans ma vie. Il y a eu peu de violence dans mon enfance physique, pas du tout, mais même à un niveau humain. Et j'ai toujours eu des gens merveilleux, très inspirants, très lumineux, très éclairés autour de moi et qui se sont toujours adressés à moi avec bienveillance, avec amour, avec respect. Et donc, fatalement, c'est ce que je finis par faire autour de moi, puisque c'est ce qu'on m'a appris. Enfin, ce que tu reproduis, bien sûr. Ce que je reproduis. Cette idée, en effet, que face, comme tu disais, au challenge ou au défi, il peut y avoir une forme tu disais, une forme d'agressivité. Oui. Alors oui, le mot est fort. Et je pense qu'il y a une agressivité envers moi-même. Oui. Que je pense que c'est très dur avec toi. Voilà, c'est ça, en fait. Mais comme tout le monde, ou comme certaines personnes, tu vois. Bien sûr. Mon cas n'a rien d'extraordinaire, encore une fois. Mais je pense que, voilà, je peux être très exigeant envers moi-même. Et donc j'exige aussi un peu autour de moi, et c'est quelque chose que je dois encore m'améliorer là-dessus pour essayer d'être beaucoup plus dans l'acceptation. D'accord. Et je trouve ça hyper fort et beau, et aussi quand on est papa, car j'étais il n'y a pas longtemps à Barcelone avec mon éditeur Luis Solano, qui est un homme extraordinaire et donc, qui a publié mes livres en Espagne, et il m'a invité à voir le match, c'était le Classico. Ouais. Et il m'a invité donc à voir le match à la maison. Donc lui, bien sûr, il est côté Barça, puisqu'il est catalan. Et moi, j'étais côté Real, tu vois. Et on s'est installés tous les deux avec une bière chez lui, dans son sublime appart à Barcelone, pour voir le match. Tu vois. Et donc, il y avait sa compagne. Il se trouve que sa compagne est psychanalyste. Okay. Donc, elle était là à côté, et elle regardait le match d'un œil distant. Et immédiatement, alors, je me suis mis à parler beaucoup plus avec elle pour ne pas faire les deux mecs qui regardent le match pendant que... En plus, étant psychanalyste, elle connaît un peu les affaires. Et je me mets à parler avec elle, et on se met à parler des enfants. Et je lui pose la question, à un moment. Je dis, quel âge a ton garçon? Elle me dit, il a autour de 15 ans. Je dis, non, moi, ma fille, elle a 5 ans, mon autre, elle a 3 ans. Si tu avais un conseil à te donner à toi-même il y a 10 ou 15 ans, c'est-à-dire, si tu te rencontrais avec toi-même et tu te donnerais ce conseil, quel conseil te donnerais-tu par rapport à l'enfance? C'est-à-dire, par rapport au fait d'être parent? Parce qu'après, par rapport à tes mots personnels, allez savoir, tu vois. Et elle me dit, l'acceptation. Je dis, comment ça l'acceptation? Elle dit, accepter l'enfant que tu as. C'est-à-dire, ne pas être en train de projeter sans cesse ce que toi, tu veux qu'il soit sur l'enfant, parce que tu le frustres lui et tu te frustres toi. Si tu veux absolument qu'il soit Lamine Yamal, si tu veux absolument qu'il soit Mbappé, et que ton garçon n'est pas bon au foot, quoi, juste lâche l'affaire, en fait, tu vois. Si tu veux absolument qu'il soit ministre, et que son truc n'est pas la parole publique, n'est pas l'art de la séduction et du charme, tu vois, qui est la grande arme des politiciens, bien sûr. Eh bien, ne force pas l'affaire. Donc en gros, c'était un peu ça. C'était cette idée de accepter l'enfant que tu as. Et donc accepter aussi ton couple, accepter le corps de ton couple, accepter ton corps, tu vois. Accepter tes limites, en fait. Accepter qui tu es et ne pas être en train d'exiger sans cesse, tu vois. De dire, je veux absolument des cheveux lisses alors que tu as des cheveux bouclés. Je veux absolument des yeux bleus alors que tu as des yeux trués. Je veux absolument être plus baraqué alors que tu as un corps comme il est, en fait, tu vois. Je veux être moins poilu alors que, écoute, t'es poilu, quoi. Accepte le truc. Et dans ta tête aussi, ose écrire un mauvais roman, tu vois. Ouais. Tu vois, et le courage d'écrire un truc moins bon où tu es plus fatigué. Et donc, tu peux pas faire 450 pages guerre épée. Juste accepte le truc, tu vois. Et moi, je sais que c'est un truc sur lequel je dois énormément travailler encore. C'est là où on revient à un truc. Je dois encore me connaître pour m'accepter. C'est le yin et le yang entre l'exigence et finalement, on revient là-dessus, mais la violence que tu peux t'infliger sans raison. C'est vraiment ça. La violence que tu t'infliges sans raison. C'est absurde. C'est exactement ça. Et je trouve que ce truc de l'acceptation, elle est essentielle dans toutes les couches de la vie. Et ça s'apprend avec le temps. C'est là où je trouve que la vieillesse
alors que c'est le naufrage corporel. Comme dirait De Gaulle. Voilà, exactement, comme dirait De Gaulle de Pétain, la vie est un naufrage. Eh bien, je pense que c'est le meilleur moment aussi pour le cœur et pour l'âme, dans lequel tu commences à lâcher beaucoup les choses, dans lequel tu livres moins de batailles, dans lequel tu te prends moins le chou, et les choses te passent d'une façon plus simple, et tu accèdes à quelque chose qui est, à mes yeux, le Graal absolu, qui est la légèreté, quoi. D'arriver à la légèreté. Et de finir par faire un procès à la pesanteur. Wow. Scotché. En fait, ça devrait être plus facile d'accepter des choses qu'on ne peut pas contrôler. Moi, ce que je me dis, surtout à nos âges, on a beaucoup à faire. Et donc, cette exigence aussi, elle nous pousse. Et donc, c'est dans un rapport un peu, je ne vais pas dire malsain, mais on aimerait pouvoir se poser, accepter. Mais à la fois, c'est ce qui nous pousse à justement prendre plus d'initiative, faire plus, se dépasser. Se faire mal, se faire mal, quoi. Oui. C'est ça. On est un peu dans ce rapport-là. Oui. Et encore plus quand on est en compétition avec d'autres personnes. Absolument. Sur plein de sujets différents. On a envie d'aller dépasser l'autre personne. Et donc, pour le faire, il faut qu'on se fasse mal. Surtout dans nos milieux où la performance est nécessaire, finalement. Soit on marche, soit on crève. Donc, c'est d'arriver à cette légèreté, finalement, ça nous parle et ça parle aussi à nos auditeurs, puisque finalement, elle nous enlève le poids de la vie. Oui, complètement. C'est ça t'enlève le poids de la vie. Et d'un autre côté, c'est vrai que d'être trop léger à nos âges, enfin, je dis nos âges, mais on est plus ou moins de la même génération, tu vois bien qu'on a... Eh bien, c'est plus compliqué que lorsque tu as 85 ans, que les enfants sont grands, qu'ils ont fait leur mariage, qu'ils ont eu leurs enfants, qu'ils ont eu leur bonheur et qu'ils ont eu leur émancipation et leur épanouissement, que toi, en effet, tu as déjà gagné l'argent que tu avais à gagner, que tu as déjà acheté ton appart et tu l'as déjà payé, que tu as déjà eu tes 2 mariages et tes 2 divorces, que tu as déjà eu toutes tes affaires, et juste qu'est-ce qui te reste ? Du temps. Et la question que tu te poses dans la journée, c'est prendre ma petite pilule pour l'hypertension, et je me demande, est-ce que je vais aller faire une promenade à la plage ou à la montagne ? Et là, c'est ton but. C'est pas mal, quoi. Enfin, tu vois, absolument. Tu cherches ce que la plupart essayent de fuir. La vieillesse a jamais fait aussi peur qu'aujourd'hui. Mon ami, je cherche à ce qu'un mardi à 15h30, alors que je suis allongé sur mon canapé en caleçon en train de lire, on passe à côté de moi et que ma femme dise à mes filles, chut, papa travaille. Et pas que ça, c'est de la légèreté. Pas que tu sois faire un podcast à Paris. Voilà, exactement. Et pour le mot d'affaire, parce que justement, tu dois rentrer à Toulon, tu as un train. Mais moi, je me demandais, voilà, tu me disais que tes filles étaient danoises, d'une mère danoise. Toi, tu es français aussi du Venezuela. Tu parles quelle langue à la maison avec tes filles ? Je parle à mes filles exclusivement en espagnol. Ok. D'accord. Ma femme leur parle exclusivement en danois. Ouais. Et entre nous, dans la langue véhiculaire, disons, du couple, et quand il faut donner une information, disons, collective à la famille, c'est le français. Et la langue refuge entre moi et ma femme pour que les filles ne comprennent pas, puisque maintenant elles comprennent 3 langues, donc elles ont toutes les infos de la maison. C'est celle qui parle le plus de langues dans la maison. Moi, je ne parle pas danois et ma femme ne parle pas espagnol. Donc en fait, c'est elles qui ont la combinaison des 3. On a l'anglais, bien sûr, comme langue refuge, quoi. Et bientôt l'allemand, une fois qu'elle parle en anglais. Voilà, c'est vraiment ça. Au bout d'un moment, il va falloir s'échapper, mais là, elle commence petit à petit à comprendre que l'anglais, c'est la langue un peu secrète, et qu'il y a là des trésors à découvrir, quoi. Donc, dans cette espèce d'enfance un peu babélique, j'ai envie de croire qu'en leur donnant ces langues, c'est aussi leur donner des cultures, c'est leur donner des traditions, c'est leur donner le goût de l'ailleurs, et aussi, c'est faire des filles de la tolérance, des filles du métissage, et des filles qui comprendront avec le temps que le nationalisme et les patriotismes de frontières sont exactement les embûches et les obstacles pour briser le monde, alors que, eh bien, le métissage, le croisement et la tolérance des peuples est sans doute un des chemins positifs que peut prendre l'humanité pour s'améliorer. J'ai une question pour toi. Si justement, tu en parlais avec l'anecdote de ton moniteur à Barcelone, si tu étais là en face de toi, si ta personne à 20 ans était en face de toi ou alors en train de regarder le podcast depuis derrière l'écran, depuis justement la caméra, qu'est-ce que tu voudrais te poser ou alors quel conseil tu voudrais te donner ? C'est une très très belle question. Je la pose souvent à des gens, figure-toi, à des gens on plus l'a âgés. posée sur le premier podcast pour clôturer. Juste. Ah, c'est vrai ? Ouais, c'était dit. Génial. C'est une question qu'on aime bien poser. Alors franchement, il faut que vous lisiez absolument une nouvelle de Borges. Ouais. Je crois que c'est la première nouvelle de fiction
de Borges. Borges n'a écrit que des recueils de nouvelles. Donc, il y en a un qui s'appelle Fiction, pluriel. Et je crois que c'est la première nouvelle, ça s'appelle El Otro, l'autre. Et en fait, il raconte Borges, vieil homme, 94 ans, en train de marcher, ou 84 ans, en train de marcher au bord du lac de Genève. Et au moment, il s'assoit sur un banc, un peu fatigué après avoir fait une promenade. Et il y a un jeune homme assis à côté de lui. Et donc, il le regarde comme ça, il se regarde. Et c'est bonjour. Vous aussi, vous regardez le lac? Oui, là, je fais ma petite promenade. Et là, alors, il commence à se regarder, il commence à comprendre, en fait, que c'est lui, à 20 ans. Et là, c'est un vieil homme. Et l'autre le comprend aussi. Et alors, le type de 20 ans lui dit, alors, qu'est-ce qui va se passer plus tard? Est-ce qu'on va écrire beaucoup et mieux? Il dit, tu vas avoir quelques ruses, quelques astuces, mais au fond, tu vas écrire plus ou moins la même chose, juste d'une manière différente. T'as le jeune qui fait, je viens de lire ce livre, enfin, j'imagine que, donc, tu l'as lu aussi, puisque c'était moi il y a longtemps, qui m'a bouleversé, c'est Crimes et Châtiments de Dostoïevski. Vraiment, je viens de le finir, c'est un avant et après. Enfin, j'imagine que voilà, pour toi, ça doit être aussi un truc de ouf. Et il dit, je me souvenais même pas de l'avoir lu, figure-toi. Et il commence à lui poser 1000 questions un peu sur la vie, tu vois. Et finalement, il se rend compte qu'en fait, ce sont les mêmes. Juste, il a appris 2-3 trucs de plus, quoi. Mais que tout était déjà là, au début. Quel conseil je me donnerais si je pouvais, si là, en prenant mon train, je m'asseyais dans le train et la personne à côté, c'est moi, à 20 piges. C'était ça la question. Eh bien, mon ami, qu'est-ce que ce serait beau. Je me suis beaucoup amusé depuis les 20 ans jusqu'à maintenant. Je me suis vraiment beaucoup amusé. Ouais. Mais là, aujourd'hui, je n'aurais pas de véritable conseil. Mais c'est quelque chose auquel je vais beaucoup penser. Je pense que je vais beaucoup penser à ça. Et peut-être que je te donnerai une réponse, si tu le veux bien, dans 35 ans. Ok. Avec plaisir. Je t'écrirai à ce moment-là. Voilà, exactement. Dans 35 ans, je dirais, je crois que j'ai trouvé quelque chose, mais pas sûr. Mais ça prendra le temps. Dans 35 ans, en effet, je pourrais t'en parler. Merci Super. Miguel. Merci Miguel. Thomas. Merci. Et merci à nos auditeurs d'avoir écouté et bu les paroles de Miguel sur son chemin, sur ses signaux. On a eu une interview super enrichissante pour nous, puisque même si nous ne venons pas du même monde, finalement, nous ressemblons beaucoup. Absolument. À travers chaque singularité, il y a un message d'humanité. Donc on voulait te remercier pour ton temps et on vous souhaite à tous une belle journée. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci Miguel, merci.